Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture de février. Alors oui, je sais, je vous ai habitué à un rythme beaucoup plus régulier au niveau de mes vidéos et d'habitude je vous laisse d'autres thèmes de vidéos entre deux updates lecture. Mais voilà, fin janvier jusqu'à début mars, c'est la période la plus soutenue au travail et c'est aussi le moment où nous sommes retournés travailler au bureau. Donc on rajoutait les heures de transport en commun plus les horaires plus longs, ce qui fait que mes semaines, alors pour le coup sont passées très vite, mais étaient extrêmement chargées, ce qui fait que le week-end, si j'avais envie de vous proposer des vidéos sur des thèmes particuliers où j'ai besoin de faire quelques recherches, de me documenter pour être sûre de ce que je raconte, j'avais pas forcément l'énergie, le temps de le faire et j'aurais pas forcément été satisfaite du résultat s'il fallait que je le fasse de manière très rapide pour être sûre de vous proposer une vidéo. Je préfère ne pas vous en proposer et vraiment bien la travailler plutôt que de garder un rythme qui moi me correspond pas et qui me fatiguerait encore plus. Mais aujourd'hui je suis là, on va parler de mes lectures de février parce que même si le rythme était chargé, j'ai quand même 4 livres à vous présenter. Il y a 2 graphiques, donc on n'est pas sur un rythme de lecture très soutenu, mais j'ai quand même réussi à terminer ces 4 livres. Parce que j'avoue qu'au début de semaine, je lis dans les transports en commun, fin de semaine je dors, faut pas m'en demander plus, je n'y arrive pas. Mais du coup j'ai pu lire le week-end et justement je privilégiais en fait la lecture le week-end plutôt que de faire des vidéos parce que j'aimais bien me retrouver en fait dans ces lectures là, donc c'était parfait. Donc la première lecture que je vais vous présenter c'est Persépolis. Et donc je suis très contente de l'avoir lu puisque ça faisait partie des livres que je vous ai présentés dans ma vidéo. Les livres que j'ai présentés dans ma vidéo, des lectures que je veux absolument faire en 2021. Je suis très contente de l'avoir lu, de m'avoir consacré du temps pour lire cette bande dessinée et je pense que c'est une lecture que je referai. C'est pas du tout un livre que je vais poser sur l'étagère et ne plus y penser. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Donc Persépolis, c'est l'histoire de Marjane Satrapi. Donc en fait elle va revenir sur sa propre histoire et c'est elle-même qui a fait les dessins. Et donc vous allez la suivre sur plusieurs années. Donc elle est née en 1969 et vous allez commencer à la suivre dans le premier volume en 1980. Oui c'est ça, elle a 10 ans. Donc là moi j'ai une version intégrale, en fait c'est sorti, cette bande dessinée est sortie sous plusieurs volumes, donc vous pouvez les trouver séparément, qui correspondent, je pense que c'est découpé en fonction de son âge et sa période de sa vie. Ici j'ai la version intégrale et il me semble qu'il y a une autre édition avec une autre couverture pour la version intégrale également. Donc moi au moins j'ai pu lire d'une traite en fait tous les moments à chaque grande étape de sa vie on va dire. Donc vous allez la suivre en fait, donc elle est née à Téhéran en Iran, donc vous allez la suivre dans ce pays qui va subir plusieurs bouleversements sociologiques, économiques, politiques. Donc il y a bien entendu la révolution islamique qui va avoir lieu, il va y avoir du coup des dictatures religieuses, il va y avoir des guerres et c'est tous ces événements là que vous allez suivre en parallèle de la vie qu'elle va essayer de continuer à mener avec ses parents. Donc il y a beaucoup d'humour dans cette bande dessinée, c'est ça que j'ai aimé. Il y a beaucoup de pédagogie parce qu'en fait elle va prendre le temps de vous expliquer en fait le contexte historique, les différentes idées qui sont énoncées, pourquoi en fait la population, une partie de la population suit aveuglément le gouvernement qui est mis en place, pourquoi certains ne disent rien, pourquoi certains au contraire essaient de se révolter. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant parce que vous êtes, même si par exemple au début vous êtes avec une enfant de 10 ans, il y a tout un contexte qui est expliqué pour faire comprendre au lecteur. C'est-à-dire que c'est un livre qui certes va expliquer sa vie mais qui va vous expliquer aussi ce qui s'est passé en Iran pendant ces années-là. Donc je trouvais ça intéressant et important. Elle est donc fille unique et donc elle a eu la chance d'être dans une famille où ses parents du coup sont extrêmement engagés. Ont eu la chance d'avoir fait des études, d'être cultivés, de lire et en fait ils vont aussi pousser leur fille, même si elle va aussi beaucoup lire de son côté, va pousser à lire, à avoir une réflexion. Ils vont pas hésiter en fait à discuter avec elle même dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès 10 ans où elle peut commencer à avoir une réflexion. Et j'ai trouvé qu'en fait elle avait bénéficié en fait d'un environnement qui pouvait la pousser en fait à comprendre ce qui se passait autour d'elle sans être biaisée en fait par un quelconque
engagement religieux ou politique, etc. Donc c'était vraiment un environnement qui a été, je pense, bienfaiteur pour elle, pour effectivement évoluer dans ce pays et comprendre en fait ce qu'il se passait. Vous allez ensuite la suivre adolescente et comme beaucoup en fait de familles iraniennes, ses parents vont décider de l'envoyer en Europe pour la protéger et également pour lui permettre de découvrir l'Asie à l'occidental. Et donc elle va partir à Vienne. Tout va pas forcément bien se passer parce qu'il y a déjà une différence culturelle, parce qu'il y a une acceptation de l'autre à avoir. Alors pas elle, mais en fonction des Autrichiens, qui est un peu particulière. Il y a aussi la barrière de la langue. Donc elle a étudié avant de partir dans un établissement bilingue où elle a appris le français, mais par exemple quand elle va à Vienne, elle ne parle pas allemand, donc voilà, ça va être ces choses-là. Et puis quelques années plus tard, elle va revenir en Iran et elle va à nouveau là subir une dépression parce que surtout quand on vit ce déracinement adolescent, elle se sentait iranienne en Autriche et puis quand elle revient en Iran, elle se sent étrangère à son propre pays puisqu'en fait il lui manque des années, elle a vécu toute une autre vie par rapport à ses amis qui sont restés dans le pays, donc elle se sent en décalage, mais d'un autre côté son pays lui manquait beaucoup. Donc c'était encore une fois très intéressant d'avoir cet aspect-là où en fait pour la protéger, de lui faire découvrir une autre vie, on lui a permis de partir, mais ce qui fait aussi qu'en fait elle se sent bien nulle part dans le sens où elle n'a pas l'impression d'avoir sa place quelque part parce que c'est au moment où en fait elle se construisait qu'elle avait plus forcément de racines, elle pouvait pas forcément tout le temps pouvoir discuter avec sa famille, etc. Donc c'était intéressant de voir cet aspect-là. Je vous mets dans les grandes lignes parce qu'il y a plein d'autres choses et c'est bien aussi de vous les découvrir par vous-même. Puis ensuite vous avez sa vie de jeune adulte du coup en Iran. Là encore où elle va se lancer dans d'autres activités, enfin vraiment au niveau de ses métiers, ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait aujourd'hui, vous avez vraiment tout un panel de métiers totalement différents. Et ensuite elle part pour Strasbourg pour étudier les arts et donc plus particulièrement l'illustration et donc ensuite va sortir Persépolis, sachant que nous on s'arrête justement où elle part à Strasbourg. Oui voilà, ça s'arrête au moment où elle va partir pour la France à l'aéroport. J'ai beaucoup aimé la relation qu'elle a avec ses parents. Comme c'est présenté, on ne trouvait pas qu'il la considérait comme une enfant qui ne comprend rien. J'ai beaucoup aimé la relation qu'elle avait avec sa grand-mère, qui est très très drôle. J'ai aimé ses convictions, son franc-parler, son humour, ce qui fait qu'en fait quand vous la suivez sur autant d'années, ben vous vous attachez à cette personne et vous avez envie de la rencontrer parce que déjà vous avez l'impression de connaître beaucoup de sa vie et c'est vraiment un personnage et on se dit qu'après avoir vécu ça, parce qu'il y a vraiment des scènes d'horreur où quand votre pays, votre ville est bombardée, la peur à chaque fois quand vous rentrez chez vous, que vous entendez un bombardement, la peur qu'il n'y ait plus votre maison, les gens qui disparaissent autour de vous, c'est pas des choses pour lesquelles nous on est habitués. Enfin quand je dis nous, c'est les gens qui ont vécu dans des pays qui n'étaient pas en guerre, donc nous on n'a pas eu ça, on n'a pas connu ça enfant et on pourrait dire que c'est quand même dur en fait de voir ça au quotidien et elle présente ça d'une manière humoristique mais pas que, il y a quand même beaucoup de sérieux par moments mais assez léger. Mais il y a quand même le retour de bâton où psychologiquement en fait il y a des moments où tout lâche parce que même si on prend ça avec beaucoup d'engagement et on se dit que nous on veut défendre nos libertés, les images et le stress au quotidien font forcément surface à un moment donné. Donc je vous conseille bien entendu Persépolis si vous voulez connaître ce qu'il s'est passé en Iran depuis les années 80, si vous voulez suivre une Iranienne en Iran, d'une famille iranienne, c'est aussi intéressant je trouve de vraiment avoir l'histoire de quelqu'un qui a vécu ça. Vous avez aussi le film, moi j'ai peu de souvenirs du film mais les dessins sont les mêmes, donc vous pouvez aussi également regarder le film pour faire une idée avant de lire le livre si jamais. Et vous avez également des interviews de Marjane sur France Culture, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est très intéressant. Vous en apprenez un peu plus. Je trouve que c'est différent en fait. Là c'est une interview, donc vous avez directement son point de vue, vous sentez encore plus son franc-parler et son humour et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc si ça vous intéresse de compléter ou alors de commencer par ça,
Moi je vous mets les liens des interviews en barre d'infos. Donc c'était pour Persepolis. Ensuite, je vais vous parler d'une saga qui était prévue pour le Cold Winter Challenge. Et au départ, je ne devais lire que le premier tome. Donc, je vous parle de À la croisée des mondes. Voilà. Que je n'avais ni lu, ni vu, ni quoi que ce soit. Donc c'était la totale découverte. Mais vu que tout le monde en parlait, que c'était vraiment une saga à lire si vous ne l'aviez pas lu enfant, je me suis lancée dedans et j'ai vraiment pas été déçue. Ce qui fait qu'ensuite, après avoir fini le tome 1, voilà, j'ai acheté du coup les 2 tomes, donc le tome 2 et le tome 3, et donc j'ai lu au mois de février les 2 premiers tomes. Donc si jamais vous ne connaissez pas À la croisée des mondes, ou si vous avez vu le film, parce qu'apparemment l'adaptation du film est vraiment pas top du tout, enfin faut vraiment pas prendre ce film en exemple, à ce que j'ai entendu parler. Donc en fait vous êtes dans un monde qui ressemble au nôtre à un détail près, c'est que vous avez vous avez un animal qui vous accompagne tout le temps, et en fait cet animal est une extension de votre âme. Donc c'est pas un animal domestique, c'est vraiment une extension de votre âme qui prend l'apparence d'un animal. Et donc il s'appelle les démons. Et jusqu'à l'adolescence, en fait, il change régulièrement de forme en fonction de vos émotions, de vos sentiments, de ce que vous avez besoin à ce moment-là. Donc en fait, il s'adapte vraiment à vous. Et puis, une fois arrivé à l'adolescence, il prendra en fait un aspect définitif qui représente un peu ce que vous êtes. Alors là-dessus, c'est vrai qu'il y a une différence entre les gens. Par exemple, on nous a présenté que les domestiques, en fait, leur démon, c'est tout le temps des chiens. Ce qui est un peu dur parce qu'au final, être domestique, c'est votre métier, et donc du coup, vous aurez tout le temps un chien parce que vous êtes domestique, là où par exemple quelqu'un qui est lord va avoir un animal qui est plutôt très élégant, très majestueux, enfin... On voit qu'il y a une différence aussi dans la présentation des démons en fonction de votre échelle sociale. Ça, on le voit tout de suite. Donc vous allez suivre Lyra, qui est, donc je crois que c'est Oxford, hein, mais c'est pas le même Oxford que nous. Et donc en fait elle est à Jordan College, elle a une dizaine d'années, 10 ou 12 ans, je ne sais plus. Et en fait, elle n'est pas là-bas parce que c'est son école, ses parents ne sont plus là, et donc du coup on a confié sa garde à Jordan College, qui est plutôt un institut où il y a des chercheurs. Et donc de temps en temps, un chercheur se pose avec elle et lui apprend quelques leçons, mais en fait elle suit pas l'école comme les autres enfants. Et elle adore voilà, aller sur les toits, courir partout, courir et faire des guerres de clans avec les autres enfants des quartiers, etc. Donc voilà, elle vit une vie de petite fille assez banale, outre le fait qu'elle est quand même dans un institut assez prestigieux, qu'elle a quand même une vie plutôt privilégiée, et qu'elle n'a pas l'air de se poser trop de questions, elle veut juste s'amuser. Elle a un oncle qui vient la voir de temps en temps du coup à Jordan College, et puis un jour elle va se cacher dans un bureau pour le voir et assister à une scène qu'elle n'aurait pas dû voir. Elle va se cacher dans une armoire et en fait elle va assister en fait à la réunion que donne son oncle pour parler de ses récentes découvertes dans le Nord, et en fait elle va encore moins comprendre ce qui se passe autour d'elle, mais ça va beaucoup l'intriguer. À côté de ça, des enfants commencent à disparaître dans la ville, dans d'autres villes, dans les rues. Ça commence à inquiéter les parents et aussi les enfants. Et puis un jour, il y a un de ses meilleurs amis qui disparaît, donc c'est un enfant qui est à Jordan College, et ça va la mettre hors d'elle parce que... Au départ, les enfants prenaient ça un peu comme un jeu, il y a des méchants, il faut essayer de les vaincre, et puis là ça devient sérieux. Et en fait elle va tout faire pour essayer de le retrouver, et donc de là va commencer en fait une quête et une mission qui lui est allouée et dont elle n'est absolument pas au courant, et de fil en aiguille, avec plusieurs éléments qui s'imbriquent, elle va partir pour le nord dans une expédition. Je vous en dis pas trop, de 1 parce que peut-être que vous connaissez très bien cette histoire, et de 2 parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu que j'ai pas forcément envie de vous spoiler, et que voilà, je suis pas là pour faire un résumé complet d'À la croisée des mondes, mais voilà comment
En fait, elle va partir pour son excursion dans le nord. Vous allez apprendre en fait tout ce qui se cache derrière cette disparition d'enfants et tout le système un peu pourri qu'il se cache dans des institutions qui se veulent prestigieuses. Voilà. Le système, enfin le principe des démons, c'est quelque chose forcément qui donne très envie, même si nous on a une conception au niveau des animaux domestiques, on se dit ce serait super d'avoir tout un animal à côté de nous, etc. Mais voilà, nous c'est une conception plutôt d'animaux domestiques, sachant que ces démons-là peuvent parler, donc ils se parlent entre eux, même si en fait, étant donné que c'est une extension de vous-même, ils peuvent se parler aussi par pensée. Il y a des choses qui sont difficiles à concevoir, il y a notamment une situation qui, pour ces personnes qui vivent dans ce monde-là, est atroce à regarder. C'est quelque chose qui donne envie de vomir, qui fait peur, etc., qui pour nous est totalement normal, et c'est vrai que ça, par exemple, c'est très difficile d'imaginer, de se dire pourquoi voir ça c'est quelque chose d'absolument atroce, et donc moi j'essaie d'imaginer vraiment quelque chose d'atroce pour essayer de me mettre dans la scène, même si pour nous c'est quelque chose d'assez banal, mais c'est pour vraiment consolider comment fonctionne ce monde-là et comment fonctionnent les humains avec leurs démons. Il y a un personnage détestable, donc une femme avec un singe pelage doré qui est détestable, c'est la Dolores Sombrage de la Croisée des Mondes, mais c'est vraiment un univers qui, je trouve, n'est pas difficile à appréhender, on rentre facilement dedans. C'est un jeunesse, donc c'est très fluide à lire, mais c'est pas un jeunesse dont l'écriture est simple en fait. C'est vraiment comme ce qu'on pouvait lire enfant, etc. avec certaines sagas. Il y a quand même du vocabulaire qui est recherché, on n'est pas que sur des mots extrêmement simples, et donc ça c'était vraiment agréable. Et je trouve, comme je vous disais, que c'est un monde où on rentre dedans sans souci. J'ai aimé découvrir. Donc forcément je me suis lancée à la suite du tome 2, qui est complètement différent. C'est-à-dire que vous étiez sur une lancée à courir à fond et là vous arrêtez d'un coup. Ça n'a rien à voir. Et heureusement du coup qu'on ne commence pas la saga avec la Tour des Anges, parce que je sais pas si des gens auraient continué. Nous on continue parce qu'on retrouve certains des personnages, qu'on a envie d'avoir la suite, parce qu'on comprend bien. En fait le tome 2, c'est un tome où deux personnages devaient se rencontrer, un personnage devait comprendre la mission qu'il avait, et donc tout se mettre en place pour le but ultime, pour vraiment ce qui fait que tout est parti un peu en live dans le premier tome. Donc du coup, c'est complètement différent dans le sens où le premier on était beaucoup sur un peu des courses-poursuites, des courses contre la montre, des gens qui se font poursuivre au quotidien, des guerres, etc. Là, on n'est plus du tout sur la même chose dans le sens où vous allez suivre au contraire plusieurs personnages dans des lieux différents, dans des époques parfois différentes, et donc c'est un peu comme plusieurs petits épisodes de personnages où finalement à la fin tout le monde, j'imagine, j'ai pas lu le tome 3, vont se regrouper pour un même objectif, mais du coup le tome 2 peut paraître tout de suite beaucoup plus calme, on s'arrête d'un coup, mais très intéressant et très important. Vous n'êtes plus dans ce même monde-là. Alors l'auteur nous dit dès le départ, hein, mais c'est vrai que même si on est au courant, ça fait vraiment quelque chose d'assez brutal comme arrêt. On nous dit: le premier volume a pour cadre un univers semblable au nôtre, mais différent au bien des points. L'action du deuxième volume se déroule dans l'univers que nous connaissons. Dans le troisième volume, les personnages évolueront dans ces différents univers. Donc du coup, le tome 2 commence dans notre monde à nous. Et puis en fait, vous allez traverser de monde en monde où chaque monde en fait a un peu ses particularités. Et du coup, quand vous avez été plongé dans ce monde-là qui est particulier, avec ses démons, avec tous ces côtés un peu fantastiques, quand vous vous retrouvez dans notre monde à nous, tout a l'air très plat finalement. Où on est plus sur de la conspiration, des complots, et où en fait, là où dans le premier tome, des choses un peu bizarres, un peu fantastiques, un peu irréelles sont très vite acceptées par les personnages, bah du coup dans notre monde à nous, non, hein, c'est soit c'est expliqué scientifiquement, soit ça n'existe pas. Donc il y a ça aussi, ce qui fait que certaines choses avancent très lentement parce qu'il faut arriver à convaincre les personnes des phénomènes qui se passent. Je sais pas, c'est peut-être très flou ce que je raconte, mais c'est difficile de vous raconter un tome 2
sans vous dire exactement de quoi il en retourne parce que c'est dommage si vous... Après je trouve pas que le tome 2 spoil le tome 1 mais c'est une continuité, il faut absolument que ce tome 2 soit là pour ensuite intégrer le tome 3. Mais voilà, au début quand j'ai acheté j'ai vu que le tome 2 était le plus court, ce qui est pas souvent le cas, souvent c'est le tome 1. Et en fait j'ai compris c'est vraiment un tome de mise en place. Et d'un autre côté vous avez des réponses aussi à certains éléments, donc ça c'est qui est intéressant. Mais il se lit vite et ce qui fait que je trouve qu'en mémoire vous avez pas beaucoup d'actions qui vous restent en mémoire, vous avez l'impression que finalement il était vraiment plus court que ce qu'il en paraît. Parce que les actions se limitent à uniquement une avancée des personnages vers quelque chose. Juste pour info, enfin moi par exemple je sais que j'ai du mal avec tout ce qui est blessure, tout ce qui est le sang, etc. Donc dans la vie réelle. Et donc dans les livres souvent je passe la scène, je lis très vite, j'essaye de pas trop imaginer, etc. Sauf que là il y a une blessure qui n'en finit pas, qui dure sur des pages, où on nous décrit. Et au bout d'un moment j'étais là, faites quelque chose ou arrêtez de nous en parler, ce n'est plus possible. Donc voilà, si vous êtes comme moi un peu sensible à ça, il y a une blessure qui n'en finit pas, c'est atroce. mais bon, enfin même en essayant d'imaginer un peu, enfin moi j'avais vraiment l'image, c'était atroce. Donc voilà, je suis très contente de découvrir La Croisée des Mondes, je suis sûre que je l'aurais apprécié au collège avant quoi que ce soit, je sais pas pourquoi je l'ai pas lu. C'est vrai que c'était beaucoup Harry Potter et Narnia à ce moment-là, et je sais que beaucoup de gens lisaient La Croisée des Mondes, mais voilà, je suis passée à côté, je pense que je l'aurais beaucoup apprécié. Ce qui est bien, c'est qu'en fait on continue à l'apprécier adulte, et donc en ça c'est vraiment une bonne saga que je vous recommande. Je n'ai pas regardé les épisodes encore de la série qui est adaptée, qui d'après ce que j'ai entendu est beaucoup mieux au niveau adaptation que le film qui avait été produit il y a quelques années. Donc soit je finirai, je regarde la série ensuite pour éviter de mélanger un peu, parce que j'imagine qu'il y a des différences. Mais si vous n'avez pas encore tenté À la Croisée des Mondes et que vous lisiez ce genre de saga fantastique, je sais pas si c'est fantasy ou fantastique, mais que vous lisiez par exemple voilà, du Narnia, etc. C'est pas comme Narnia, hein, mais c'est vrai qu'on peut l'associer à ça. Je pense qu'il pourra vous plaire, parce que comme je le dis, même si c'est du jeunesse, je trouve que l'écriture est quand même là et que c'est très agréable. Ensuite, le dernier livre que je vais vous présenter, c'est un manga, et donc en fait le tome 4 de Shadows House est enfin sorti. C'est juste qu'en fait au niveau de la tranche, ils ont écrit en rouge, donc voilà, vous voyez absolument pas, mais c'est écrit Shadows House tome 4, du rouge sur du rouge. Donc on voit absolument pas quel tome c'est quand c'est dans la bibliothèque, mais c'est juste un détail. C'est le meilleur tome pour le moment. Voilà, autant le tome 1, vous saviez pratiquement rien. Le tome 2, vous commenciez à avoir des éléments un peu extérieurs. Le tome 3, c'est une espèce d'épreuve que doivent subir les poupées et leur maître. Mais alors le tome 4, révélation sur révélation. Ah non mais c'est génial parce que c'est des révélations, et donc là vous avez vraiment des éléments, même si je serais pas étonnée qu'on nous ait révélé quelque chose qui s'avère, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les éléments et donc c'est pas une vraie révélation. Mais vraiment là j'aime vraiment beaucoup, enfin j'aimais vraiment beaucoup, mais là ça m'a vraiment confortée dans cette idée, donc je vais continuer. Je trouve ça un peu dommage que les tomes soient vraiment très fins. Enfin dans ma bibliothèque à manga je me rends compte que c'est vraiment une série où les tomes sont vraiment très très fins. C'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui les mangas ont... Enfin le prix a énormément augmenté. Je me rappelle quand j'étais au collège j'achetais mes mangas à 5 € et quelques, aujourd'hui on se rapproche un peu des 8 €. Et si de l'autre côté en fait les mangas deviennent de plus en plus fins, bon ça devient un peu dommage. Mais vous avez encore des planches, non là je crois que c'est la première fois que vous avez des planches qui vous expliquent en fait comment certaines choses ont été dessinées. Certaines on a fait appel en fait au 3D, d'autres en fait c'est plus du dessin traditionnel, donc j'aime bien en fait ces pages aussi qui vous expliquent en fait comment est fait le manga. Et au niveau de l'histoire, je vous dis là c'est... si vous étiez un peu impatient et que pour vous c'est un peu trop long de découvrir réellement ce qui se passe en fait dans ce manoir des Shadows, là vraiment vous avez toutes les révélations et c'est pas des petits trucs, enfin il y a vraiment un bon rythme dans celui-ci et c'est très intriguant et c'est vraiment un tome qui vous donne envie de lire la suite. Autant les autres, forcément ça finit sur une scène où vous avez envie de lire, mais c'est pas pareil que là vous avez vraiment envie d'en découvrir un peu plus. Donc voilà, là c'est 4e tome. Pour l'instant, moi je continue à recommander Shadows House parce que c'est vraiment un univers que j'aime bien. Je vous laisserai regarder la vidéo où je vous ai présenté le tome 1 pour que vous sachiez un petit peu de quoi il parle.
si jamais vous n'aviez pas vu cette vidéo. Donc voilà, c'était mes lectures du mois de février, donc c'était complètement différent. Soit on avait de la non-fiction en Iran, on avait du manga avec quelque chose qui est complètement dans un univers complètement différent de ce qu'on peut trouver, et vous avez À la croisée des mondes. Mais voilà, c'était un petit mois, des petites lectures, enfin j'ai pas lu énormément, mais j'ai quand même beaucoup apprécié ce que j'ai lu, et donc ça c'était chouette. Le mois de mars a commencé par un voyage de lecture, hein, on est d'accord, un voyage littéraire au Chili, donc j'ai très hâte de vous en parler, et en attendant, moi je vais vous retrouver promis dans d'autres vidéos. À bientôt!